Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le Ripple est en train de nous proposer un pari absolument extraordinaire. En 2023, il n'y a pas une autre classe d'actifs capable de nous délivrer une asymétrie positive, un accident positif de richesse aussi important comparativement au risque que l'on peut allouer. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion entre ce que l'on peut perdre par rapport à ce que l'on peut gagner sur le Ripple et je vais vous présenter en détail comment est-ce que on peut manager ce trade, à savoir est-ce que l'on doit mettre un stop loss ou pas, quelles sont les zones de prise de position, comment est-ce que l'on peut pyramider une prise de position à l'entrée, quelle est la prochaine zone à surveiller et pourquoi même si ce pari foire complètement et que par exemple la semaine prochaine la police des marchés financiers américaine gagne face au Ripple, en ayant un certain type de money management, on peut s'exposer à d'autres narratifs, à d'autres prochaines histoires, à d'autres storytelling avec des grosses asymétries positives sur le Ripple parce que intrinsèquement dans l'ADN du Ripple, c'est une classe d'actifs qui est très liquide et qui propose des histoires avec des fortes asymétries positives. Donc vous allez voir, hein, je vais consacrer une forte partie de la vidéo à l'analyse du Ripple et pourquoi de mon point de vue en 2023 c'est le pari avec l'asymétrie positive la plus importante. Rien à voir avec l'or, hein. L'or c'est un très beau pari mais en termes d'asymétrie positive le Ripple est à des années-lumière puisqu'on est quasiment sur du x30 hein, potentiellement. Donc voilà. Pas de poisson d'avril dans ma vidéo, désolé, vous trouverez les poissons d'avril dans d'autres vidéos, mais pas dans la mienne, je suis pas capable de vous faire ça, on est sur de l'analyse de marché, et ben, c'est parti. Analyse du Bitcoin, on est en hebdomadaire, donc une deuxième semaine où il se passe pas grand chose, hein, vous voyez, cette semaine-là, la semaine dernière, on est sur une très grande résistance et je vous rappelle qu'il est très important d'observer ce type de scénario de plusieurs mois sur le Bitcoin, à savoir une volatilité qui se tasse avant d'avoir un vrai breakout pour pouvoir se positionner avec une forte asymétrie positive comparativement au risque, hein, au stop loss que l'on peut mettre en place. C'est comme ça que l'on trade. Après, si ça part en ligne droite, ça ne veut pas dire qu'on est là, on est en signal de bull market hein, depuis qu'on a cassé la semaine du 13 mars hein, cette résistance, hein, ce pivot. Est-ce que pour autant c'est un signal pour prendre position? Certains vous diront que oui. Moi, c'est pas ma manière de faire. Je préfère vraiment avoir des gros breaks de volatilité. Donc, ce que je vous ai dessiné en vert et un breakout, donc une cassure par le haut pour pouvoir prendre position en mettant un stop en dessous parce que la taille entre l'entrée en position et le stop est toute petite comparativement à la taille de ce que l'on est prêt à ce que on peut gagner derrière. C'est ce qu'on appelle avoir une asymétrie positive et s'exposer à un accident positif de richesse. Donc le Bitcoin, là pour le moment, il est toujours sur cette résistance majeure. Il est toujours en signal. Là actuellement, on est toujours censé être en régime de bull market amorcé. Est-ce qu'il est opportun de prendre position de mon point de vue? Pas sur le Bitcoin, mais probablement sur d'autres cryptos. On va avoir des choses intéressantes à voir. On va aller faire un petit check sur l'Ethereum. Ethereum est dans la même logique. Alors, on va supprimer ça. Et là, l'idée, hein, ça va être de travailler là aussi hein, ce pivot. Hop, de stabiliser les cours pendant plusieurs semaines et d'avoir un breakout pour éventuellement prendre position sur cet actif hein, qui de mon point de vue pourrait être beaucoup plus propre que le Bitcoin en termes de paris spéculatifs pour le prochain, le prochain cycle haussier qui sera en train de se mettre en place hein, sur la cryptosphère. Donc là aussi, hein, Ethereum, on attend de voir les cours stabiliser sur cette grande zone de résistance et ensuite breaker à la hausse pour éventuellement prendre position. Alors, le XRP pourrait nous propose un pari avec une asymétrie positive qui est absolument hors du commun sur... Je pense que sur toutes les classes d'actifs un peu liquides cotées aujourd'hui, là, le 1er avril 2023, et c'est pas un poisson d'avril, hein, il n'y a pas actuellement d'actifs proposant une telle asymétrie positive avec autant de liquidité. Le XRP est dans une situation absolument hors du commun. Il y a un storytelling derrière. Il y a un mouvement spéculatif qui pourrait embraser le Ripple.
à savoir toujours cette histoire de SEC. Actuellement, eh bien, le storytelling, hein, le narratif, ce serait que le XRP gagne face à la police des marchés financiers aux États-Unis. Et donc là, on a une vue en mensuel. Cette vue en mensuel nous montre qu'on a un énorme triangle chartiste qui est dessiné. Et on a eu deux points d'inflexion. On a eu celui-ci. Là, on est parti très fort. Mais à ce moment-là, on n'avait pas du tout de triangle en place. Mais là, de mémoire, si c'est parti très fort, c'est qu'il y avait encore des rumeurs spéculatives exactement les mêmes qu'actuellement, à savoir le Ripple va gagner. Le Ripple n'a pas gagné, ou en tout cas était toujours en sursis. Et là, à nouveau, le Ripple va gagner. Sauf que là, la différence, c'est qu'on est dans une grande structure en triangle. On a ici un petit double creux sur la dernière structure du triangle. Donc, on a une volatilité qui est très, très faible. On est en train de breaker en mensuel là, ce pivot. Ça veut dire qu'en se positionnant dès maintenant et en mettant un stop loss en dessous de ce double creux, stop loss qui, mine de rien, représente quelque chose comme moins 50%. Donc, mettre un stop à moins 50%, entre guillemets, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est-à-dire que si vous avez par exemple 1000 € à investir sur le Ripple et que vous vous dites ok, je mets 1000 €, mais si j'ai tort sur mon pari, je coupe à moins 500 €. Ce qui fait qu'au final, j'aurais perdu 500 €, j'aurais récupéré 500 €. Est-ce que la logique ne voudrait pas, ou en tout cas c'est une zone d'interrogation, que plutôt que de mettre 1000 €, vous mettez 500 € et vous ne mettez pas de stop? Parce que dans le pire des cas, le Ripple fait faillite et vous avez perdu vos 500 €, c'est-à-dire ce que vous étiez prêt à perdre à la base sur une exécution de stop loss. Mais si le Ripple, là, il part en dessous de votre zone de stop loss, il part comme ça, on va dire un peu en marché baissier, et puis qu'après, 2 ans ou 3 ans après, il repart to the moon, eh bien, les 500 €, vous les avez toujours en jeu pour une autre histoire sur le Ripple, pour une autre asymétrie positive, puisque c'est un actif qui propose et proposera très probablement dans le futur des nouveaux contextes de paris à asymétrie positive. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la spéculation. À un moment donné, quand vous voyez que votre stop loss il est à moins 50%, ça sert à rien de vous dire je vais mettre un stop loss à moins 50% en ayant une vision bête et méchante. Et vaut peut-être mieux se dire, bon je vais mettre la moitié de ce que j'aurais voulu mettre, mais par contre, la grande différence, c'est que je peux maintenir cette position pendant 10, 15 ou 20 ans et m'exposer à plein d'autres asymétries positives si ce pari-là échoue. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que vous l'avez compris, hein, on est sur un signal de bas triangle. Donc là, si on a terminé le mois de mars. Donc là, on a le signal, donc potentiellement, on est censé se diriger vers le haut du triangle. Là, il va falloir que ça consolide un peu, idéalement. Et ensuite, là, si on recasse, c'est là où on va avoir l'envol. Donc vous voyez, on est en train de lancer potentiellement un nouveau mouvement parabolique. Et je vous rappelle, les mouvements paraboliques, ça ne monte pas comme ça, hein. Ça prend du temps. Ça monte davantage. Au début, on fait des grandes consolidations, puis des moyennes, puis des consolidations de plus en plus petites. Et ça nous fait un mouvement parabolique. Donc, c'est vraiment le rythme qu'il faut comprendre. Chaque consolidation en début de mouvement est relativement longue et plus le mouvement s'accélère et plus les consolidations sont petites. C'est pour cette raison qu'au début, quand il y a des zones de résistance, on va avoir des zones de temporisation qui seront un petit peu plus longues. Mais là, actuellement, si le narratif qui se met en place sur le Ripple et celui que le Ripple va vraiment gagner, on a du point de vue de l'analyse technique un signal de top départ en mensuel. On va aller voir maintenant en hebdomadaire ce qui se passe pour faire un petit zoom sur la structure. Donc vous voyez ici qu'on a le grand triangle. On peut d'ores et déjà mettre en place un objectif. Donc cet objectif,
Je l'ai pris simplement en reportant la hauteur du triangle en plein milieu sur la zone où on pourra avoir une cassure par le haut hein, du triangle et ça nous donne quelque chose de l'ordre de 14 $, sachant que voilà, le Ripple cote autour de 0,5. Donc voilà, la symétrie positive, c'est dû, grosso modo, c'est quasiment du x30. Donc du x30, ça n'existe pas autre part sur un actif liquide que sur le Ripple au 1er avril en 2023. Je rappelle, ce n'est pas un poisson. Et donc on voit bien ici hein, qu'on a ce gros support là, cette grosse résistance, c'est ce qu'on a vu en mensuel. Et c'est ce qui est en train d'être cassé en mensuel. Mais là, vous le voyez, on a un phénomène de fractal. En hebdomadaire, la semaine dernière, on a cassé ici. Donc tous ceux qui construisent des positions en pyramidant, on a potentiellement, là, ici, une première zone de prise de position. Là, en mensuel, ici, une deuxième zone de prise de position. Ici, on aura une troisième zone de prise de position. Si le Ripple, voilà, monte, stabilise et rebreak à nouveau. Vous voyez, on peut construire des positions comme ça en se disant bah, plus j'ai raison, plus je renforce ma position. Donc ça revient un petit peu à la logique de money management où je vous disais au début, bah voilà, plutôt que de mettre, si vous vouliez risquer, vous vouliez mettre 1000 € et risquer 500 € sur ce pari-là, eh bien mettez plutôt, voilà, dans la logique, 250 € au début, puis à nouveau 250 € là, et puis là vous pouvez vous faire un petit plaisir et renforcer en remettant 250. Vous voyez, la logique, elle est comme ça. On optimise le money management à fond, au fur et à mesure qu'on a raison, et tant que l'asymétrie positive reste très importante comparativement à la perte que l'on est prêt à mettre en place. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du Ripple. De mon point de vue, c'est un pari qui peut être qui est extrêmement risqué, hein, puisqu'on peut faire du moins 50 très rapidement en 3 semaines. Voilà, si le soufflet se dégonfle et que finalement le Ripple il est out et que ça, voilà, les échéances sont reportées, on peut se retrouver avec un truc qui part vers le sud, qui prend quelques trimestres, quelques années avant d'avoir un nouveau storytelling qui nous l'amène to the moon. Ça peut très très bien arriver. Et c'est pour cette raison que le money management est vraiment quelque chose d'extrêmement pertinent quand on s'expose à des accidents positifs de richesse sur ce type de classe d'actifs. Parce que, en gros, pile je gagne, face je ne perds pas à moyen long terme. Je peux perdre à court terme, mais potentiellement je ne perds pas à moyen long terme parce qu'il y a plein d'autres, je m'expose à plein d'autres potentialités de storytelling positives sur ce type de classe d'actifs. Donc voilà, après à chacun d'étudier, il y en a qui préféreront mettre des stops et être exécutés sur un stop et de reprendre position dans 1, 2, 3 trimestres sur un nouveau storytelling s'il y en a un qui se met en place. Et puis bah, d'autres spéculateurs préféreront se dire ok, bon bah j'ai déjà pris position ici. Le truc est parti, mais pas to the moon. Je suis resté en position là. Là, il y a un nouveau. Bah voilà, je suis toujours en position. Alors, le stop, effectivement, là, n'a pas été exécuté. Mais s'il avait été exécuté, si ça avait fait quelque chose comme ceci, et puis c'était remonté, là, on a la deuxième histoire qui se met en place. Donc, première histoire. Là, on est actuellement sur la deuxième histoire. Et si sur la première histoire, le stop avait été exécuté, eh bien, en n'ayant pas de stop et en ayant mis la moitié de ce qu'on aurait mis initialement, on serait toujours en position pour la deuxième histoire. Petit aparté de quelques secondes, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma liste de contacts privés, ma mailing list, le lien est en description. Sachez que j'envoie régulièrement, c'est pas toutes les semaines, mais des emails dans lesquels je vous partage ma vision du marché, des choses dont je ne parle pas sur YouTube. Il y a des anecdotes perso, des histoires de traders, de spéculateurs, d'entrepreneurs de mon entourage que j'essaye de manière, c'est anonymisé, hein, mais j'essaye de partager ce type d'événements avec vous, ce qui peut leur arriver en bien ou en pas bien. Voilà, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, mais dont je ne parle pas sur YouTube, puisque YouTube est une vidéo consacrée uniquement à l'analyse graphique. Mais derrière l'analyse graphique, il y a tout un mindset, il y a des histoires, il y a des choses de la vie réelle, des choses humaines qui se passent. Et ça, c'est ce que j'essaye de vous partager dans mes emails privés quand je décide d'en envoyer. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur ma mailing list, faites-le, c'est en description. Et sachez que vous pouvez vous y désinscrire à tout moment en allant tout en bas de l'email et en cliquant « Je me désinscris de la mailing list » de Cédric. Voilà.
Analyse de notre chouchou 2023, l'or coté en euros. Donc l'or coté en euros, on l'a vu, hein, suite à la faillite de la SVB, on a une puissante poussée haussière, donc gros breakout. Et là, ça fait, on va dire, allez, c'est 7 semaines que la consolidation s'est mise en place. Donc l'idée là, ça va être, alors je vais vous effacer ça et ça pour que vous voyez bien la structure en ta séance que l'on souhaiterait voir se développer. Donc vous voyez, hein, cette structure où on consolide là pendant plusieurs semaines, on revient chercher la résistance et on consolide avec beaucoup moins de volatilité et ensuite on break. Ça, cette consolidation serait vraiment quelque chose de très propice au scénario qui est celui d'une hausse en parabolique sur l'or coté en euros. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Sur l'or coté en euros, on est toujours dans un top départ de bull market. En tout cas, moi, de mon point de vue, on est dans un top départ de gros jambes haussières très très fortes. Certains sont en train de revendre, j'entends dans mon entourage. Ça y est, l'or a bien monté, on revend. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses, hein. Le potentiel de l'or, il est vraiment explosif, hein, à horizon 2025. Donc, si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez vraiment vendre votre or, quand même, gardez un petit reliquat en fond de portefeuille, hein, juste au cas où la tendance partirait en mouvement parabolique. Et puis, si vous comprenez, hein, les histoires et la logique qui se fait et se défait sur les marchés financiers en utilisant l'analyse graphique, eh bien vous voyez bien, hein, que l'or il est en train de lancer un mouvement qui est en train de se verticaliser de plus en plus, hein. Donc c'est très prometteur. Quant à l'or côté contre du dollar, eh bien là je vous mets une vue en trimestriel, donc c'est une vue très très long terme, hein. Vous voyez que là on remonte depuis l'année 2005 et entre le plus haut ici, juillet 2011, hein, le trimestre de l'été 2011, et ici le trimestre d'avril 2019, on a une énorme consolidation de l'or. Ces consolidations en plein milieu c'est une consolidation en plein milieu d'un grand cycle haussier sur l'or. Et là, à nouveau, on est en période de consolidation depuis le trimestre de l'été 2020. Et là, vous voyez qu'on arrive à la fin de cette consolidation. Donc, le scénario en bleu là que je vous ai dessiné, c'est un scénario où voilà, en 2024, on pourrait... Là, si on fait encore 2 ou 3 trimestres de consolidation avec très peu de volatilité, si on pète vers le haut, là, on pourra avoir vraiment la rampe de lancement qui serait prête pour pouvoir accueillir un mouvement parabolique sur l'or, même contre du dollar, même si le dollar américain s'apprécie face à de nombreuses devises. La recherche pour le métal jaune serait bien plus forte que la recherche pour le dollar américain. Donc ça, c'est de la vue trimestrielle. Je vais vous passer en vue mensuelle. On va faire un petit zoom. Et vous voyez bien que la consolidation que vous avez vue en trimestriel ici, on va faire un zoom dessus et on va voir la forme qu'elle prend. On a la forme d'un espèce de grand drapeau. On arrive actuellement sur le haut du drapeau. Donc là, il va falloir que ce haut du drapeau, on tutoie dans une forme de triangle ou quelque chose où la volatilité se casse. Puis on break vers le haut. Et donc, en hebdomadaire, on voit bien le grand drapeau. Alors là, je vous l'ai mis avec un pivot qui est horizontal et pas oblique. Mais le plus important, hein, c'est que la volatilité au cours des prochains mois se tasse dans un grand triangle et qu'on break par le haut. Donc voilà, le scénario, hein, reste toujours le même. Ça fait des semaines, voire des mois et des trimestres que je vous en parle sur cette classe d'actifs. C'est une classe d'actifs qui dessine ses cycles sur du très long terme, hein. C'est de la vue trimestrielle à mensuelle. On est très très loin du marché des cryptos. On est davantage sur une analyse hebdomadaire, voire en journalier. Donc c'est pour cela que ça prend beaucoup plus de temps. Chaque classe d'actifs a un rythme, un cycle et il faut respecter ça. Donc pour rebondir, hein, sur le dollar américain face à un panier de devises, vous avez la vue en trimestriel, donc sur du très long terme, on remonte à 1990 ici. Donc vous voyez que là, le trimestre qui est en cours et le trimestre d'avant sont deux trimestres de baisse, mais c'est pas pour autant que le dollar américain il est en plein crack. Non, au contraire, hein, on a lancé ici pendant le trimestre d'avril 2022 une nouvelle dynamique de hausse où on se dirige davantage, hein, vers la résistance historique autour de 123 sur le dollar américain. Donc là, on est sur un support, on est en train de tester le support pour éventuellement relancer la dynamique vers cette résistance. C'est le scénario qui est le plus probable du point de vue de la psychologie des foules. Donc quand on passe sur des unités de temps inférieures, on voit bien
que en mensuel ici, le mois précédent, on a été chopé ici le support, que le mois ici, là, on est toujours sur cette zone, on est en train de décider potentiellement un point d'inflexion. Et on est en train de voir la gravité s'inverser et que pour voir et visualiser ce point d'inflexion, on va descendre encore sur une unité de temps inférieure et là on va voir se dessiner un potentiel double creux. Donc un premier creux, un deuxième creux et si on break le pivot, on a le signal de top départ et bien d'une nouvelle jambe haussière, au moins on va dire voilà jusqu'ici. Et ça, tout simplement, si on remonte sur les unités de temps supérieures, si je remonte sur du trimestriel, ça veut dire que le rebond qui pourrait se mettre en place, là on a un double creux, on l'a vu en hebdomadaire, ça pourrait nous amener jusqu'au récent plus haut, donc ici. Et ensuite, après, il va falloir qu'on consolide autour du pivot pour pouvoir aller chercher la résistance historique. Donc voilà l'image à garder à l'esprit sur le dollar. C'est une monnaie qui est actuellement en train de se valoriser, en tout cas de mon point de vue, à échéance, on va dire 2025-2026. Et le scénario qui inverserait cette vision serait tout simplement que le support que l'on voit actuellement, eh bien, il soit cassé par le bas. Mais là, pour le moment, on n'y est pas. Là, on est en train de dessiner, comme on l'a vu en hebdomadaire, une situation de double creux. Bien entendu, il va falloir que ce soit validé par une cassure vers le haut. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on est en hausse. On est en train de construire un petit triangle comme ça là depuis le mois de novembre, décembre de l'année dernière. Donc on est dans une petite consolidation avec une volatilité qui se contracte. Si je vous affiche les bandes de Bollinger, vous voyez qu'en hebdomadaire ici, les bandes de Bollinger sont extrêmement rétractées comparativement à la volatilité qui s'est mise en place depuis le top du haut du dernier bull market, de la dernière jambe Covid. On était arrivé là. L'écartement des bandes de Bollinger, vous le voyez ici, et bien là, on est actuellement dans un écartement qui est similaire. Donc ça veut dire que les conditions de zone de panique, toute la purge, toute la panique est derrière nous. Maintenant, il va falloir que l'on lance une nouvelle tendance. Donc bien entendu, si la tendance part vers le sud et qu'on a, je sais pas moi, un effet domino sur tout le système bancaire, on pourra avoir une forte jambe baissière. Mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario. Le scénario le plus probable est davantage une rupture par le haut. Pour quelle raison? Eh bien, je vous rappelle, comme chaque semaine, la vue trimestrielle, la vue très long terme, à savoir celle de la crise des subprimes ici où on a débuté un bull market. On est venu s'appuyer une fois, deux fois sur la moyenne mobile avant trimestre. C'est un support dynamique. Donc là, on est actuellement en train de s'appuyer dessus. Et donc, eh bien, vous voyez que le scénario de continuation de ce bull market, c'est mon scénario numéro 1, tient toujours, c'est celui qui est en vigueur. Bien entendu, si ce support-là venait à casser, on rentrerait dans une logique de scénario numéro 2, à savoir un grand range market d'une décennie, un petit peu comme ce qu'on a vécu entre 2000 et 2013. Donc, je vais vous passer ça en mensuel pour que vous ayez la vue plutôt en marche d'escalier. Donc, vous voyez, les marches d'escalier sont des choses qui sont logiques et habituelles dans les bull markets. On a besoin de se reposer après chaque impulsion. Donc, suite à la crise Covid, suite à la crise lockdown, on a une belle impulsion. Là, on est en plein repos et on est en train de préparer tout simplement la prochaine impulsion ou d'ailleurs la prochaine vague de baisse. Mais comme on l'a vu juste avant, pour le moment, la logique est plutôt celle d'une continuation du bull market. Donc voilà, en hebdomadaire, donc l'image qui nous importe le plus à court terme, c'est qu'on a toute cette structure de marche d'escalier qui prend la forme d'une épaule, tête, épaule, tout cela inversé. Eh bien, on arrive à maturation de cette pattern. On voit que la volatilité, le petit triangle se rétracte de plus en plus. Donc là, je pense que d'ici le mois de juin, on sera, d'ici l'été prochain, on saura si ça casse par le haut ou par le bas, sachant que voilà, la cassure par le haut amènerait à un potentiel puissant rallye aussi. Donc affaire à suivre. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le Nasdaq 100. Le Nasdaq, lui, a une dynamique beaucoup plus volatile. On a un mouvement directionnel qui est un peu plus fort du bas du range. Vous voyez, le range market, c'est en bleu. C'est entre la bande basse et la bande haute. On est en train de se diriger vers la bande haute. On a une zone de résistance ici. Donc l'idée, idéalement, ce serait que l'on consolide
ou qu'on a voilà, que l'on ne passe pas en ligne droite très très forte cette résistance, histoire bien d'arriver sur quelque chose de sain qui arrive bien à maturation pour lancer la prochaine jambe haussière du cycle haussier. Ça fait quand même plus d'un an qu'on est dans un marché entre... Certains le qualifient de marché baissier, moi je le qualifie davantage de marché en range, mais ça fait quand même plus d'un an que grosso modo il n'y a pas grand chose à faire en termes de spéculation active sur les bourses, et là on sent bien que les conditions sont en train de changer, notamment sur les valeurs technologiques depuis le début de l'année 2023, et si là on commence à casser cette résistance, donc on commence à passer de conditions de range market à conditions de nouveau cycle haussier, là on devra avoir une nouvelle année avec beaucoup de choses très intéressantes à faire en termes de spéculation, que vous vous concentriez sur du swing trading daily, du swing trading hebdo, ou même tout simplement de la sélection de valeurs sur le moyen ou long terme pour construire un portefeuille. Les choses intéressantes devraient se mettre en place à partir du moment où on repart dans un cycle haussier directionnel, où le consensus c'est typiquement de valoriser toutes les bonnes nouvelles, de les amplifier et de passer sous silence les mauvaises nouvelles. Donc des petites réactions sur les mauvaises nouvelles à très court terme, mais le lendemain ou une semaine après on n'y pense plus, et par contre toutes les bonnes nouvelles et les très bonnes nouvelles sont amplifiées. C'est ça la logique d'un bull market. Donc dernier rappel, sachez que si vous êtes inscrit sur ma mailing list, j'envoie des choses dont je ne partage pas publiquement sur YouTube le contenu, parce que c'est souvent des histoires perso, il y a des analyses de trades, il y a des histoires de certains de mes élèves, je reporte leurs trades, leurs difficultés, comment ils ont réussi à outrepasser ces difficultés, et donc c'est des insights, c'est des pensées beaucoup plus profondes que j'essaie de partager avec vous. Donc si vous voulez accéder à ce type de contenu là, le lien est en description, c'est sur ma mailing list. Il faut bien entendu valider votre email. Vous allez recevoir un email qui est peut-être dans vos spams. Validez et déplacez ce mail de vos spams dans votre boîte de réception habituelle, et vous pourrez recevoir mes emails privés. J'en envoie pas toutes les semaines, mais quand une semaine je décide d'en envoyer, j'en envoie facilement 3 ou 4 qui se suivent, où il y a un fil conducteur. Donc voilà, le lien est en description pour rejoindre ma liste de contacts privés.